Nous voici de nouveau réunis en ce jour pour continuer notre colloque. L'idée à présent est de commencer une séance de questions-réponses. Donc vous avez évidemment, là vous avez l'opportunité de réagir, d'apporter des commentaires, de poser directement vos questions aux intervenants. Et je pense que des micros sont prévus. Donc attendez d'avoir le micro pour poser votre question, pour plus de simplicité pour les traducteurs et effectivement que nous saluons au passage. Est-ce qu'il y a une première question? Il y a déjà une première question. I had a question for Lord. Alors, j'ai une question pour Lord Norton. Tout d'abord, merci pour votre présentation très intéressante. Vous nous avez parlé de la culture de la constitutionnalité et je me demandais dans quelle mesure le public avait une bonne connaissance, une bonne maîtrise de cette thématique. Et s'il y a un échec dans le chef de certains représentants, est-ce que le public considère que c'est un échec apparemment du système dans son ensemble? Mais au niveau des échecs en ce qui concerne le système, est-ce que parfois le public est en mesure de se rendre compte, notamment par rapport aux conventions et autres, qui est à blâmer pour cet échec? Quelle est l'origine de cet échec? Ou bien est-ce qu'on considère purement et simplement dans sa globalité qu'il s'agit d'un échec du système en tant que tel? Il y a une seconde question. Oui, il y a une question dans le fond. Qui permet à l'ENA de faire plusieurs kilomètres aujourd'hui. Merci. Oui, moi c'est sur la question des enjeux du long terme. Je vais avoir une question, enfin remarque question un petit peu provocante peut-être, mais est-ce que c'est vraiment utile de réfléchir à toutes ces institutions du long terme, dans la mesure où est-ce qu'on n'a pas en réalité aujourd'hui déjà toutes les informations en fait disponibles quant à la question des enjeux écologiques, numériques, etc. Ils existent aujourd'hui. La question, c'est pas des évaluations sur le long terme, me semble-t-il. La question, c'est aujourd'hui de trouver les moyens d'imposer aux politiques de les prendre en compte. Et ça, c'est pas tout à fait la même chose. Du coup, on se dirige pas sur les mêmes outils, en fait, exactement. C'est comment on force un politique à prendre en compte ce qu'on sait quand même très bien, c'est-à-dire qu'en matière écologique, si on ne réagit pas, on va dans le mur. Et on sait comment on y va, on sait à peu près vers quoi on tend. Les informations, on les a. Aujourd'hui, par exemple, en France, on a une administration qu'on décrit en permanence, mais qui produit des rapports qui sont assez exceptionnels, qui sont pléthoriques. On connaît les enjeux. Voilà. La question, c'est de quelle manière on pousse le politique à prendre en compte ce qu'on connaît, désormais largement et qui est largement documenté. Merci beaucoup. Peut-être une autre question? N'ayez pas peur. Oui, une question ici. Thank you. Merci. Donc en anglais, désolé de vous poser cette question en anglais. J'ai en fait deux questions à poser. Une question à Philip Norton. Tout d'abord, je pense que les trois documents étaient bien entendu, trois présentations étaient très très intéressantes et je vous en remercie. Mais pour Lord Philip, je voudrais parler de la question de la confiance et de la relation avec la confiance. Une des caractéristiques de la pratique parlementaire, comme vous le savez, au Royaume-Uni, c'est une certaine rébellion des parlementaires, notamment au niveau des instances parlementaires. Et est-ce que vous pensez que cela peut avoir une incidence sur la confiance? Parce que vous avez parlé du fait que des individus et le comportement de ces individus faisaient en sorte qu'on jugeait l'institution dans sa globalité. Et gardant cela à l'esprit, je pense que cet effet de rébellion est considéré parfois comme étant très populaire. Mais au sein de l'institution aussi, cela crée, comme cela a été notamment avec toutes les discussions du Brexit en 2017 et 2018, est-ce que ça n'incite pas à avoir davantage peut-être de politiques un peu rebelles? Et est-ce que ça n'a pas dès lors une incidence et un impact sur le niveau de confiance en ce qui concerne le grand public? Et puis une deuxième question pour n'importe quel collègue belge. Dans votre document, vous avez mentionné à maintes et maintes reprises cette relation entre la responsabilité collective d'une part et individuelle. Et puis vous avez parlé du fait que l'individuel, la
responsabilité individuelle se fondait dans la collective et je voudrais savoir pour nous, au Royaume-Uni, on ne voit peut-être pas ce même type de connexion, ou en tout cas de la même façon. Je pense que la responsabilité individuelle, dans notre cas, lorsqu'on parle des scandales, en tout cas, etc., la responsabilité individuelle, c'est probablement le premier vecteur, si je puis dire. Et cela permet de pointer du doigt tel ministère ou tel ministre. Donc, on pointe toujours du doigt la responsabilité individuelle. Et donc, moi, je voudrais savoir comment cette relation entre la responsabilité individuelle et collective dans le contexte belge se situe et pourquoi on met tellement l'accent sur cette approche plutôt collective ou verser plutôt dans cette approche au niveau de la responsabilité collective en lieu et place de cibler peut-être la responsabilité individuelle. Comme ça, nous en avons 5. Je ne sais pas pourquoi, mais j'aime beaucoup ce chiffre. Donc, est-ce qu'il y aurait une dernière question? Non, vous ne voulez pas me faire le plaisir d'avoir 5 questions. C'est d'une tristesse. Personne? Bien, je pense que nous allons commencer alors avec cette série de 4 questions. J'invite peut-être, professeur, si vous voulez en fait commencer. Professeur Norton, vous voulez débuter? Right. If I may, I'll take them in reverse order. Le micro, s'il vous plaît. Le micro est trop loin de... Merci. Alors, je vais tout d'abord parler de la première question, par un intérêt personnel, notamment par rapport à cet effet de rébellion au niveau des parlementaires, parce que effectivement, cela peut être très très intéressant de voir quel est le niveau d'importance que l'on peut accorder à tout cela. Alors, il est vrai que souvent, les ministres doivent toujours regarder par-dessus leur épaule, comme je vous l'ai dit. Alors, auparavant, les gouvernements avaient l'autorité, il y avait certaines garanties en la matière. Depuis 1970, il y a toujours ces éléments qui sont de mise, mais dans une moindre mesure. Il faut quand même écouter ce que d'autres ont à dire par rapport au sujet. Et ce que vous pouvez constater par rapport à ceux qui votent contre leur propre camp, on constate que cette augmentation, elle s'est faite à partir des années 70. Alors, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est la dimension publique. Ce n'est que le sommet de l'iceberg, parce qu'il y a toute une série de choses qui se produisent en coulisses, notamment par rapport aux interactions. Ces interactions, elles se poursuivent en arrière-plan et elles ne sont pas toujours observées ni mesurées. Mais cela peut avoir une incidence parce que c'est ce qui va déterminer l'issue au niveau du cours des choses. Donc, cela crée parfois certaines divisions, mais les divisions, elles peuvent être résolues de façon privée. Et si elles ne sont pas résolues à ce niveau-là, ça peut devenir effectivement quelque chose qui relève du public. Mais cela reste assez sain que l'on marche un petit peu sur des œufs ou avec prudence par rapport à ces différentes questions. Et cela permet également de voir quelle est la thématique qui peut être prise en considération et à qui elle va bénéficier. Donc, ce n'est pas véritablement le système en tant que tel ou la perception qui est en jeu, c'est plutôt la question des partis politiques qui vont souffrir politiquement de cela, parce que les électeurs ne vont pas récompenser des partis qui sont victimes de divisions internes ou intestines. Et ce que nous avons pu constater, notamment avec le destin qui a été celui de notre dernier gouvernement. Alors, bien entendu, il y a certaines souffrances au niveau du parti, sinon je ne pense pas qu'il y ait des désavantages, pour autant que cela ne remette pas en cause la capacité du gouvernement à gouverner. Donc, on peut mettre au défi les gouvernements. On va peut-être l'obliger à marcher sur des œufs, sur la pointe des pieds par rapport à certains sujets, mais je pense qu'on ne va pas nécessairement les rendre responsables lors des élections suivantes. Je pense qu'il faut toujours se présenter devant les électeurs comme étant le parti politique qui est responsable des différentes politiques. Et entre les élections,
cela peut parfois aider à faire preuve d'une certaine prudence. Et au niveau de ce dispositif interparti auquel j'ai fait allusion, et par rapport à la majorité, cela peut également avoir certaines incidences. Je laisserai mes collègues s'exprimer sur cette notion de responsabilité individuelle qui est effectivement très, très importante. Mais on se protège parfois en se cachant derrière la responsabilité collective, parce que souvent on appelle les majorités à protéger les ministres en question. Ils doivent rendre des comptes au niveau du mode de fonctionnement de leur département, de leur ministère, et doivent effectivement parfois démissionner suite à une erreur qui a été commise par un ministre. Et très très souvent, on a tendance à dire, mais auparavant, les ministres démissionnaient, ce qui n'est plus du tout le cas à l'heure actuelle. Alors, il y a quand même des démissions qui sont intervenues suite à toute une série de scandales individuels, sans que cela ait nécessairement à voir avec ce qui se tramait au niveau des différents ministères concernés. Je pense. Ah oui. Alors, l'autre question, je vais inverser l'ordre. Par rapport à vos défis, il est très, très important d'identifier effectivement les défis, comme vous l'avez dit. Le véritable problème, c'est de mobiliser les politiques pour qu'ils s'adressent effectivement à ces différents défis, parce qu'ils sont menés, si je puis dire, par leurs intérêts personnels. Alors, si c'est un intérêt à court terme du parti politique, si on se dit, par exemple, le changement climatique, c'est un problème, ça va être différent. Et si nous attelons à ce problème, ça va peut-être être au désavantage de certains électeurs d'agir de telle ou telle manière. Donc, je pense qu'il ne s'agit pas d'identifier ici les défis futurs, mais c'est de voir comment justement les aborder, comment les traiter. Et pour cela, il faut le ralliement de tous les partis politiques, parce que en cas de changement au niveau de gouvernements éventuels, il faut pouvoir maintenir une certaine continuité. Et c'est là que réside, à mon sens, le défi. Et par rapport à votre question sur le constitutionnalisme, alors, il est vrai qu'on est familier du concept, et ceux qui sont familiers du concept savent de quoi il s'agit, parce que ça n'a pas trait à la Constitution en tant que telle, ça a trait à l'acceptation de la légitimité du processus. Et cela peut permettre de faire en sorte que le système fonctionne. Et cela sous-tend tous ces différents éléments, notamment lorsqu'on a parlé de cette question du soutien diffus. Et ce type de système est tout à fait important, puisque c'est comme cela que cela fonctionne. Donc je dirais qu'en fait, nous sommes ici les faits de la Constitution et pas les faits inverses. Donc, je dirais qu'il y a la Constitution codifiée, mais pas de véritable constitutionnalisme. Mais elle n'est pas codifiée, mais nous avons le constitutionnalisme qui est néanmoins de mise au Royaume-Uni. Et c'est évident au niveau du système. Et si vous commencez à remettre cela en question et à vous préoccuper de cela, c'est vrai qu'on va commencer à remettre en question toute une série de points. Alors, par rapport à la toute dernière question qui avait été posée, je dirais que ce n'est pas une question de parti politique ici, mais de politiciens qui font partie de ces gouvernements, parce qu'ils sont tenus de respecter ces fameuses conventions auxquelles vous avez fait allusion dans votre question. Il est important d'avoir le bon comportement, puisque ce sont les politiciens qui font en sorte que le système fonctionne, et c'est dans leur intérêt, bien entendu, de veiller à ce que les choses fonctionnent. Par rapport à Boris Johnson, nous avons pu constater effectivement comment les choses ont fonctionné, qu'il y a parfois eu une position de repli par rapport à tout cela. Donc il faut une certaine acceptation de ces éléments. Parfois on se dit que cela peut faire en sorte qu'il y ait une certaine forme de repli ou certaines interprétations qu'il convient de prendre en considération. Je pense qu'au niveau de Boris Johnson, nous avons par exemple un problème au niveau des conservateurs par rapport au choix des conservateurs et par rapport aux éléments qui ont fait en sorte que les règles ont été quelque peu modifiées.
mais ce n'est pas quelque chose qui est considéré comme étant problématique puisque cela se fait dans l'intérêt des parties présentes. Merci beaucoup. Le cycle des présentations, peut-être donner en fait la parole à Julien et à Mathias. Tout à fait. Donc sur la manière dont on voit la responsabilité politique individuelle en tension avec la responsabilité politique collective, est-ce une spécificité belge? Je ne sais pas, mais en tout cas, pourquoi est-ce en Belgique une spécificité? C'est bien entendu, comme on l'a vu, lié au contexte historique. Ce contexte historique permet vraiment de comprendre qu'il a toujours existé cette responsabilité politique individuelle considérée comme à part de la responsabilité politique collective. Mais hormis ce contexte historique, il y a aussi quelque chose à dire de l'objet de la responsabilité. On ne parle pas de la même chose lorsqu'on parle de la responsabilité politique collective et de la responsabilité politique individuelle, parce que le champ de la responsabilité est différent. Traditionnellement, on va considérer que la responsabilité politique collective est activée, concerne la politique générale du gouvernement, ce qui véritablement est lié au projet politique de la coalition gouvernementale, alors que la responsabilité individuelle va couvrir en fait l'action ou l'inaction d'un ministre individuel dans le cadre de son portefeuille ministériel, et dans le prolongement de ceci va couvrir aussi, comme on l'a dit, ou comme on ne l'a pas dit, la responsabilité pour le fait d'autrui, qui existe évidemment dans d'autres États, la responsabilité du département ministériel, de l'administration, etc. Et encore un élément par rapport à cela, donc la responsabilité politique individuelle ne concerne pas uniquement des cas de scandale individuel qui toucheraient un ministre individuellement dans sa personne. La responsabilité politique individuelle va aussi être activée dans l'hypothèse justement d'un dysfonctionnement au sein du service du ministre en question. Donc il y a une logique consistant à protéger, entre guillemets, le gouvernement contre un problème, par rapport à un problème qui ne concerne qu'un ministre ou que l'administration d'un ministre en particulier. Je ne sais pas si... Non. Merci beaucoup. Alors, pour la meilleure d'entre nous. Alors, sur la question, premièrement, on a déjà toutes les informations disponibles. Donc, oui, on a les informations, les rapports scientifiques sur si on ne change pas la direction sur le changement climatique, le dérèglement climatique, on sait où ça nous mène. Mais je pense que justement, cette question-là doit être un peu politisée. Donc, premièrement, on sait ce qu'il faut faire. En réalité, il y a beaucoup de scénarios différents. Et le GIEC en identifie, je crois, plus de 8000. Il y a plein de pistes différentes pour arriver à des objectifs soutenables, en partant du postulat qu'on souhaite que l'humanité vive encore dans des conditions vivables, ce qui est aussi un postulat que peut-être tout le monde ne partage pas. Mais donc, ce que je veux dire, c'est que le futur est fondamentalement politique. Et on peut décider, par exemple, que la géo-ingénierie est quelque chose qu'on peut accepter dans un certain temps, le temps qu'on trouve une autre solution. On peut décider plus ou moins d'État, plus ou moins de marché, plus ou moins de planification. On peut décider aussi quel degré de justice sociale dans les transitions à venir. Donc en gros, on a les informations scientifiques, mais il y a de très nombreuses visions du futur et elles sont toutes très politiques. Donc je ne suis pas sûre qu'on sait vraiment ce qu'il faut faire. On sait l'objectif, on sait les conséquences si on n'atteint pas ces objectifs, et encore, c'est très incertain. Je veux dire, certaines conséquences sont très incertaines, mais on a plein d'options politiques en réalité. Deuxièmement, on n'a pas le grand récit qui va avec finalement, parce que chacune de ces transitions, on sait le monde dans lequel elle nous plongerait, plus ou moins, mais, et là je me réfère à certains travaux, c'est pas toujours soutenu par un grand récit comme les utopies politiques passées pouvaient l'être. Troisièmement, on n'a pas forcément, justement, et ça je pense, on manque d'analyse détaillée sur la vision du futur du gouvernement en place. Et ça, donc, c'est ça que certaines institutions visent à faire, c'est à forcer le gouvernement à délivrer sa vision du futur.
au moins pour que l'on ait l'information et qu'on puisse la discuter. Par ailleurs aussi, donc plus précisément, les législations, les politiques publiques ne sont pas toujours accompagnées d'une vision prospective. Et l'idée, c'est aussi de forcer à ce qu'on délivre aux citoyens cette vision prospective pour qu'elle soit discutée. Et on n'a pas forcément non plus tous accès à un jugement critique de ces visions du futur. En fait, il faut être assez calé en prospective, je regarde Guillaume, pour avoir une vision critique du futur et des différents futurs possibles, pour identifier celui qui est souhaitable. Donc, on a les infos, bon, c'est pas, voilà. Et par ailleurs, on parle de mobiliser, forcer le pouvoir exécutif. Bon, si on partage l'hypothèse qu'on veut arriver à cet objectif, et moi j'ai plutôt envie que l'humanité puisse continuer à vivre, il faut se poser la question, en réalité, de manière assez froide, de savoir si on est vraiment toujours sur les bonnes pistes pour mobiliser ce fameux pouvoir politique. Et c'était un peu ce que j'essayais de discuter ici. Jusqu'à présent, on multiplie les responsabilités légales. Traités, obligations juridictionnelles. Bon, si on lit ce mouvement avec des lunettes confiance, c'est pas certain que ce mouvement soit toujours constructif au niveau de la confiance. Parce que finalement, qu'est-ce que ça implique ? Ça peut éventuellement, mais je n'ai pas d'analyse empirique, mais ça peut peut-être augmenter la confiance de ceux qui veulent des mesures fortes. Ça peut aussi augmenter la confiance de ceux qui veulent ces mesures envers, par exemple, la Cour européenne des droits de l'homme dans ses décisions récentes. Mais ça peut diminuer la confiance dans les autorités nationales parce que leur marge de manœuvre est réduite. Et on a vu que la capacité d'action était liée. Ça peut aussi diminuer la marge de confiance dans le gouvernement parce qu'il y a fort à parier et qu'il n'assumera pas les décisions qui lui sont imposées. Et donc, il n'assumera pas l'approche globale qui lui est comme ça imposée. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais je dis juste que je ne sais pas si, sur le plan, avec une analyse froide du point de vue de la confiance, ce soit toujours le meilleur moyen, ce qu'on a utilisé pour le moment. Donc, et d'ailleurs, l'exemple suisse le montre bien. Le Parlement suisse a bien dit qu'il ne respecterait pas l'arrêt, parce que ça lui paraît être contraire aux principes démocratiques. Donc, et en Belgique, 8000 ordonnances, faut pas, voilà, manifestement, une analyse froide du point de vue de l'effectivité montre que le recours au juge, alors ça c'est mon hypothèse, pour pallier l'absence de responsabilité politique, ou la faiblesse de responsabilité politique, donc ce recours, dont je suis responsable, parce que j'ai parfois aussi utilisé cette voie, mais se montre parfois, en fait, une impasse. Et donc, face à ce constat, peut-être qu'il faut se dire, en fait, non, essayons de réinvestir la responsabilité politique dans ce qu'elle avait de plus dur, la projection dans l'avenir, en imaginant des institutions qui vont forcer l'information, la lisibilité, la justification sur la vision du futur. Je ne dis pas que ça va forcément marcher. J'ai bien dit dans ma présentation qu'il allait falloir évaluer toutes ces institutions, notamment développées dans ce livre. Mais je dis juste qu'il faut être critique par rapport à ce qui est développé aujourd'hui, parce qu'il n'est pas certain que ce qui est développé aujourd'hui soit non plus ce qui va mobiliser le pouvoir exécutif. Voilà, il y aurait beaucoup d'autres choses à dire, mais on gardera ça pour le drink. Merci beaucoup. Je vois qu'il est déjà 16h43. Bulle spatio-temporelle, tout à coup, non, 16h43. Je pense qu'on va bientôt arriver aux conclusions, mais peut-être s'il y a encore une ou deux questions éventuellement. Je vois qu'il y a une question. Oui, merci beaucoup pour ces interventions à nouveau très intéressantes. Pour essayer de faire le lien entre ce panel-ci et celui d'hier sur l'exemplarité, je vous soumets une réflexion sur l'articulation entre responsabilité individuelle et responsabilité collective du gouvernement dans la perspective d'un contrôle d'exemplarité. Et vous me direz si, de votre point de vue national, ça fait écho à des choses ou pas. Il me semble qu'on peut identifier historiquement 3 phases. Une première phase au Royaume-Uni via l'impeachment, en France via les chartes successives des monarchies constitutionnelles, où on mettait en accusation un membre du gouvernement à titre individuel et essentiellement pour son comportement personnel.
quitte à fabriquer une accusation pour les besoins de la cause et pour des raisons politiques. Puis toute la démarche du constitutionnalisme a consisté à collectiviser la responsabilité, à ne plus exiger d'infraction pour engager la responsabilité du gouvernement. Et donc apparaissent ces conditions d'une responsabilité de type politique, mais dans laquelle, du coup, la responsabilité individuelle est englobée dans la responsabilité collective du gouvernement. Et en conséquence, souvent, la responsabilité collective du gouvernement protège le ministre en tant que membre de la majorité, à moins que la majorité veuille renverser le gouvernement, ce qu'elle ne souhaite en général pas. Et là, aujourd'hui, on arrive, en tout cas en France, ça a été analysé notamment par Olivier Beau, dans une troisième phase de la responsabilité, où la responsabilité collective ne marche plus, la responsabilité politique ne fonctionne plus, et où on revient vers un type de responsabilité plus individuelle. Et cette responsabilité individuelle a pour caractéristique, d'une part, de s'engager plutôt sur le terrain pénal, de criminalisation ou pénalisation de la responsabilité, et non plus sur le terrain politique, d'une part, et d'autre part, souvent, d'être instruite devant l'opinion publique, et non plus devant une arène parlementaire. Ce qui explique qu'on ait des démissions en cascade pour des affaires qui parfois ne donnent jamais lieu à un jugement, mais parce que la pression face à l'opinion publique est trop forte. Et on a l'impression que la protection collective de la responsabilité gouvernementale politique ne protège plus, ne parvient plus à protéger les ministres. À partir de l'expérience française, et je voulais savoir si ça faisait écho aussi à une réalité de vos côtés. Je vous remercie. Vu en fait l'ampleur de cette question, je vous propose en fait de ne pas en prendre une deuxième, pas tout de suite en tout cas, et de commencer les réponses, mais en inversant peut-être l'ordre cette fois-ci, pour commencer peut-être par Céline, si elle a quelque chose, pour changer un peu. Je suis un peu chaotique, voyez-vous. Très rapidement, je pense qu'il n'y a pas le même mouvement en Belgique de criminalisation des gouvernants, mais je vais passer la parole peut-être à Mathias et Julien qui ont peut-être plus de... Mais on n'assiste pas au même mouvement, et moi je poserais l'hypothèse, mais c'est une hypothèse, que nous, c'est davantage via la mobilisation de la responsabilité civile, de procès devant le juge civil, en fait, qu'est engagée une responsabilité politique, par ailleurs introuvable, pas tellement individuelle, parce que celle-là, comme Mathias et Julien l'ont bien expliqué, elle est plutôt existante, mais par rapport à d'autres enjeux collectifs, là, on va plutôt aller, en fait, en responsabilité civile de l'État. Enfin, ça, c'est mon hypothèse, mais je laisse Julien et Mathias. Oui, moi, je suis d'accord avec ce que Céline vient de dire sur la responsabilité civile et sur le troisième point, donc l'idée de la responsabilité collective qui ne fonctionne plus et la responsabilité individuelle qui prendrait le relais en quelque sorte. Il y a certains phénomènes, effectivement, qu'on peut observer sur l'actualité belge politique et constitutionnelle, notamment favorisée aussi par des données qu'on peut voir aussi en termes de composition des parlements et de données électorales, c'est qu'il est très très difficile aujourd'hui d'imaginer de faire tomber des gouvernements parce qu'il y a très peu d'alternatives dans la composition des gouvernements. On a des formations de gouvernements extrêmement longues qui fait qu'à un moment donné, quand il y a une équipe qui se met en place, il y a une tendance, en tout cas ces dernières législatures, à la mener jusqu'au terme de la législature. Mais par contre, tout au long de la législature, ce que je disais tout à l'heure, on voit effectivement qu'il y a une série, néanmoins, de ministres qui quittent le navire. Julien l'a dit tout à l'heure, hein, pas forcément sur des questions... Enfin, ça dépend ce qu'on dit par scandale, évidemment, puisque une affaire politique peut être montée en scandale, mais pour des questions, une série de responsabilités politiques. Le dernier exemple en date, on n'a pas évoqué beaucoup de cas concrets, par faute du temps, on a eu très peu de temps pour parler. C'est un ministre de la Justice qui a démissionné parce que le parquet n'avait pas traité une demande d'extradition d'une personne qui avait... qui était en Belgique et qui a commis un attentat terroriste. Donc là, ici, on est dans quelque chose qui est pure application, là, vraiment de la responsabilité du fait de son administration, au sens un peu plus large, évidemment, mais qui, là, pour le coup, a fonctionné. Ça ne m'a pas remis en cause toute l'équipe gouvernementale, etc. C'est un ministre. Alors, il y a eu la question de savoir si d'autres ministres, via leurs compétences, donc à nouveau, uniquement sur un terme fonctionnel, en termes de migration, enfin d'asile et migration, en termes de ministre de l'Intérieur, est-ce qu'elles étaient aussi concernées? Mais c'est resté une question de responsabilité individuelle
pour le coup, et pas de responsabilité collective à ce point-là. Donc il y a encore certains cas comme ça, et ce n'est pas le seul cas qu'on a connu ces dernières années, où on est dans une responsabilité vraiment de nature politique, avec un mouvement pénal qui n'a pas tellement, qui s'est pas tellement imposé. Il y a un usage, une habitude qui est d'ailleurs assez critiquée, consistant à faire immédiatement démissionner les ministres qui sont inculpés. Mais le dernier cas est assez ancien, enfin ancien si on peut dire. Il date de 2015, je pense. Oui, 2015, 2016. Mais qui est une forme, là, ici, mais bon, très embryonnaire, puisque ça implique simplement une inculpation, et la personne en question, d'ailleurs, n'a toujours pas été jugée. Donc on parle ici, même pas une question d'être innocenté. Ici, toute la procédure pénale n'est pas encore terminée par rapport à cette personne qui n'est plus ministre depuis très longtemps, mais qui a dû démissionner en 2015 ou 2016. Donc à ce niveau-là, il y a des questions pénales qui peuvent intervenir pour cette question de responsabilité politique, mais il y a eu moins, dans l'histoire plus ancienne, on va dire, de la Belgique, dans les années 80 et 90, mais cette tendance-là, on peut moins l'observer sur l'histoire plus récente, on va dire. Et pourtant, il y a eu une série de démissions provoquées par une forme de responsabilité individuelle. Donc, c'est pas effectivement, il n'y a pas eu comme en France à la suite du sang contaminé ou d'autres éléments, un mouvement qui s'est intensifié. Et on avait pu craindre même qu'avec notamment le Covid, il y ait toutes des questions comme ça qui reviennent, parce qu'il y avait quand même certaines poussées en cette forme, mais ça ne s'est pas matérialisé en tant que tel par véritable responsabilité pénale qui a pu jouer. Et en revanche, le Parlement a quand même encore un rôle là-dessus. C'est-à-dire que vraiment dans quasiment toutes les démissions qui ont eu lieu ces dernières années, les outils du Parlement ont quand même contribué à faire monter la pression sur un ministre. Parce qu'un ministre est quand même, à un moment donné, obligé de venir, c'est médiatisé, il peut être vraiment mis sur le grill de la part de parlementaires qui ont toute une série... dans leur position et dans leurs outils, des choses comme ça. Donc, et aussi des outils plus contraignants comme des menaces de motion de méfiance, etc. Mais donc, ces outils parlementaires, le Parlement a été, pas le seul, mais un des théâtres qui a provoqué aussi ou qui a accéléré parfois la chute aussi de ces ministres. Merci beaucoup. Professeur Norton, si vous voulez add something. Oui, très rapidement. Merci beaucoup. C'est Westminster qui a le dernier mot. Donc, je vais commencer par un point tout à fait technique, mais quand on regarde la responsabilité individuelle et collective, en général, on appelle ça plutôt des conventions, et moi, je les appelle des doctrines, mais je ne vais pas élaborer ça davantage. Parce qu'il faut lire mon dernier livre, Governing Britain, pour comprendre la distinction entre les deux. Mais pour les responsabilités collectives et individuelles, la responsabilité collective, c'est pour plutôt protège les individus. Et c'est assez verrouillé, mais il y a à la fois la responsabilité juridique et légale. Ça n'a pas. Il y a le droit administratif, la cour administrative, qui il peut y avoir donc un examen administratif, une enquête administrative, et les examens des cours administratifs sont très approfondis aujourd'hui. Et on a la doctrine qui dit le juge regarde au-dessus de votre épaule et qui prévoit ce que les juges peuvent faire. La responsabilité intellectuelle, individuelle, politiquement, pas à cause de la Chambre elle-même, mais il s'agit, ça concerne plutôt les partis. Donc, le ministre qui met en danger le parti, si un ministre s'en va, c'est pas parce que toute la Chambre entreprend une action contre lui, c'est parce que le parti parlementaire, si le ministre a perdu la confiance de ses supporters, de ceux qui sont derrière lui, à ce moment-là, il doit partir. Il y a eu des cas de ministres très en vue au Royaume-Uni où ils ont perdu la confiance de leur groupe parlementaire. Ils avaient perdu la confiance de leur